bien, bonjour à tous, bienvenue sur Cartoon Fantasy. On est très content aujourd'hui de faire une interview et de recevoir Étienne Guignard. Bonjour Étienne. Salut Boris. Tout va bien? Nickel. Tu passes un bel été? Un peu plus vieux. Donc aujourd'hui on te reçoit pour parler de ton métier. Tu es storyboarder, mais aussi on va parler un peu de toi en tant qu'artiste plus globalement. Aujourd'hui tu crées des dessins animés. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Alors je vais pas dire que je crée des dessins animés, Ouais. je vais dire que je suis une petite pièce dans un énorme engrenage qui crée des dessins animés. Ok. J'en suis pas encore au stade où c'est moi qui crée le truc, mais je fais partie de l'équipe. Est-ce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire? Oui et non. J'ai toujours dessiné. Ouais. Ça c'est la réponse hyper classique. Hein. J'ai pas de souvenir où je dessine pas en fait. Depuis que j'ai 3 ans, même peut-être avant, mais je me rappelle vraiment pas pour le coup. Mais je dessine depuis toujours. J'ai toujours su que je voulais faire un métier dans le dessin, mais quand j'étais enfant, ado, c'était un peu mouvant. C'était un coup un peu jeu vidéo, un coup un peu illustration, un coup un peu BD, un peu manga. Et le fait que ça soit finalement le dessin animé, c'est un peu arrivé sur la fin des études. Pendant toutes mes études, j'étais persuadé que j'allais faire de la BD. Et il s'avère que j'ai fait de la BD d'ailleurs. Quand Oui, j'ai terminé mes études, j'ai sorti quelques BD. Et en fait, c'est pendant un stage dans une boîte de dessin animé, donc en 2010, où là, je me suis rendu compte que quand tu fais du dessin animé, c'est comme quand tu fais de la BD, mais t'as plein de gens autour de toi. C'est pas un truc où t'es tout seul, et en plus, tu peux payer le loyer. Parce que la grosse galère avec la BD, c'est que je pense comme on le sait tous, c'est pas un métier qui paye très très bien en France. Et là, bref, donc j'ai eu ce stage de dessin animé, et ça, ouais, pour moi, ça a été une révélation. Et si je me souviens bien, j'ai quand même passé une grande partie de mon enfance à faire... je faisais beaucoup ce qu'on appelle des flipbooks. Et Donc quand c'est ces petits carnets Ouais, où c'est tu ça, c'est dessines, où tu fais image par ouais. image et t'appuies hyper fort pour avoir ton truc en transparence derrière. Et j'en ai fait plein. Je faisais plein de Super Guerrier de Nicky Larson à l'époque. Et là, quand j'ai intégré ce stage dans le dessin animé, en vrai, ça m'a rappelé que en fait, l'animation, c'était quand même mes premiers amours. Un autre souvenir que j'ai, quand j'étais môme, je devais avoir 11-12 ans. Donc à l'époque, on était loin d'Internet à l'époque. Il y avait Dragon Ball Z qui passait à la télé. Et moi, j'enregistrais les épisodes sur des VHS. Et je me rappelle, le soir, genre fin de journée, je matais les épisodes et de temps en temps, il y avait des trucs de baston, normal, dans des BZ, tu vas me dire. Et moi, j'avais ce truc du haut de mes 12 ans. J'avais ce truc où je voulais à tout prix comprendre comment ça se fait que ce coup de poing était trop stylé. Ok. C'est que je matais des scènes de baston et je me disais, ouah, putain, ça défonce. T'avais déjà conscientisé un peu En tout cas, je savais que l'animation, c'était... quoi. Enfin, Ouais, je savais que c'était trop Ouais. cool. Les mouvements me semblaient plus cool que dans certains autres trucs, tu vois. Et donc, en fait, de moi-même, personne me le demandait, mais je foutais ma VHS. Et à l'époque du VHS, c'était beaucoup plus simple de faire image par image. Et donc, du coup, je mettais ma VHS et là, je regardais des épisodes en entier en faisant clic, image par image, parce que j'avais trop envie de comprendre comment ça se fait que ce coup de poing était plus stylé que je sais pas quel autre truc d'un autre dessin animé. Du coup, tu as commencé à me parler un peu de ton cursus tout à l'heure. Est-ce que tu peux donc... comment on devient storyboarder? Toi, ça a été quoi ton parcours? C'est une question qui revient souvent, et malheureusement, il n'y a pas de réponse officielle. Toi, tu as eu un parcours classique, entre guillemets, ou pas spécialement? Je suis né, j'ai grandi à l'île de la Réunion, donc je dessinais beaucoup, voilà, comme je l'ai dit précédemment. À l'époque, en tout cas, à l'île de la Réunion, il n'y avait vraiment pas d'études dans le dessin. Ok. Ou alors il y avait des trucs un peu pourris. Donc du coup, après le bac, à 18 ans, je suis allé à Paris. Ce qui était une très grosse aventure. Et là, j'ai fait 2 années de prépa, des prépas dans des prépas d'art un peu général. Donc à l'époque, c'était les ateliers de Sèvres, qui sont toujours là aujourd'hui. Après, j'ai fait une année dans la prépa de l'EPSA. Et après, j'ai intégré l'école des arts déco. ENSAD, École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Mais là encore, c'était un truc assez général, voire même un peu beaux-arts. C'est-à-dire qu'on était beaucoup plus centré sur l'expression artistique, et assez peu sur la technique, je dirais assez peu sur le solfège, pour prendre une image assez parlante. Donc moi, je continuais à dessiner dans mon coin, et en fait, l'école étant 5 ans, et au bout de 3 ans, moi, j'ai quand même senti que j'allais pas forcément acquérir le bagage technique que je voulais.
Les 3 premières années, c'est de la théorie. Hein, Alors je la te première comprends. année, c'était vraiment un truc waouh, super général. Tu Ok. fais tout. Tu fais photo, sculpture, acrobatie, pompe, abdos, tout. Et après, en deuxième année, on se spécialise. Donc il y avait une filière cinéma d'animation. Ok. Mais moi, de mon ressenti, donc c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, 15 presque, ça a peut-être évolué maintenant, de mon ressenti, on était quand même plus dans faire des courts-métrages d'auteurs artistiques qui passent à 3 heures du mat sur Arte, Ok, d'accord. avec des bouts de ficelle et des cotons-tiges et du sable qui bouge sur un banc-titre. Et tout ça, c'est charmé. Ouais. Mais moi, clairement, moi, je voulais faire du dessin animé, quoi. Ouais. J'étais vraiment là-dedans. Donc, au bout de 3 ans, l'avantage de cette école, c'est que c'était très facile d'avoir des stages. Vraiment, il y avait beaucoup de stages. C'est une école qui est assez connue, donc en général, c'était Ouais. facile pour les conventions. Donc là, moi, j'ai commencé à faire plein de stages. Et comme souvent, hein, comme ça se vérifie à peu près tout le temps, quand tu es sur le terrain, tu apprends 4 fois plus vite que dans une école, en fait. Et Des si stages bien... de storyboard. Alors, pas forcément de Pas forcément, storyboard, ok. non. Il y a eu des stages photocopieuses. Il y a eu des stages café. Mais là où j'ai eu du bol, c'est qu'il y a eu un stage hyper important pour moi. C'était dans ma 4e année, je crois. Ok. Où en fait, quand t'es stagiaire, tu fais un peu tout. T'es un couteau suisse à qui on va pas donner des trucs trop importants. Mais l'avantage, c'est que moi, du coup, à l'époque, c'était un dessin animé qui est sorti sur Canal+ à l'époque, qui s'appelait Les Terres Imaginées. C'était un documentaire, dessin animé. Et je suis arrivé en stage à la fin du storyboard. Donc à ce moment-là, mon boulot, c'était de scanner le storyboard. Ok. Et par contre, je suis resté jusqu'à la post-prod. Donc c'était un stage de 4-5 mois où j'ai vraiment pu voir l'ensemble des étapes de la création d'un dessin animé. Comme je le disais avant, c'est là où je me suis dit « Waouh, putain, c'est génial, c'est ce que je fais tout seul, mais il y a plein de gens autour de moi. » Et ensuite, l'été, entre ma 4e et ma 5e année, il me restait genre 2-3 semaines de stage avant de reprendre les cours, et 2-3 semaines de libre, pardon, avant de reprendre les cours. Et là, je me suis dit « Waouh, vas-y, faut que je bourre. » Donc je me rajoute un stage, j'ai réussi à trouver un autre stage de fil en aiguille, Facebook, machin. Et là, coup de bol, donc j'arrive sur ce stage, pareil, je fais des trucs pas hyper intéressants, mais ils sentent quand même un potentiel et ils proposent de m'embaucher. Ok. Donc du coup, ils m'embauchent à mi-temps, ce qui fait que ma dernière année d'études, en fait, du coup, je bossais déjà à mi-temps dans un Tu étais studio en de dessin alternance, animé. quelque chose comme ça. Officieusement, Ouais, voilà. officieusement. C'était officieusement une alternance. Ok. Donc là, je me retrouve à mi-temps dans cette boîte, je commence à rencontrer des gens, je fais du bon taf, les gens sont contents de moi. Et ensuite, les gens vont dans un autre studio, ils pensent à moi, ils me rappellent, et ensuite, de fil en aiguille, ça se fait. Mais donc au début, c'était pas précisément du storyboard. Ouais, ok. Au début, je faisais ce qu'on appelle des animes ref. C'est-à-dire, grosso modo, c'est des animations très rough, très croquis, qui vont servir ensuite au studio d'animation dans lequel on va sous-traiter par la suite. Et pour le storyboard, c'est vraiment moi. En fait, la boîte dans laquelle j'étais, il y avait un autre dessin animé qui allait démarrer genre 3-4 mois après. Et là, c'est moi qui ai fait du forcing. J'ai dit, écoutez, j'ai envie de faire du storyboard. C'est quand tu avais eu dans ce stage où tu avais vu un peu tout le processus Ouais. dont tu parlais, Donc, c'est là où tu avais... tu t'es dit, genre, le storyboard, c'est pour moi. En fait, si tu veux, moi, il y a eu un passage assez important dans mon parcours. J'étais encore étudiant à ce moment-là, mais c'est quand je me suis rendu compte qu'en fait, ma véritable passion, c'était pas de faire du dessin, c'était de raconter des histoires. C'est-à-dire que même quand j'étais un gamin, et que je dessinais tout le temps des Nicky Larson, et des Dragon Ball Z, et des Goldorak, et des Tortues Ninja, et j'en passe, je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, c'était... Je faisais des BD, en fait, tout le temps. Ouais. Genre, ça m'est arrivé quand j'avais 14 ans, j'ai fait une BD de 200 pages tout seul dans ma chambre. Et c'était tout le temps raconter des trucs. J'ai jamais été un grand passionné du beau dessin. Ok, ouais. Genre le beau dessin bien fini, léché, machin, ça n'a jamais été vraiment mon truc. Et du coup, storyboarder, tu racontes des choses et il faut pas trop pousser le dessin. Donc pour moi, c'était tracé, quoi. Et du coup, tu as commencé à l'évoquer un peu, mais est-ce que tu peux maintenant rentrer un peu plus en détail et nous parler de tes premières expériences vraiment professionnelles Alors, le fameux stage où ils ont proposé de m'embaucher, ça a démarré l'été 2010. Genre août 2010. Donc Basque Up. Ouais. Donc à l'époque, c'était une petite boîte qui s'appelait I Can Fly en coproduction avec Télé Images Kids. Une boîte basée à Bordeaux, non? Comme ça, non? C'était pas ça?
Ils ont bougé à Bordeaux Ouais, c'est ça. après, mais non, à C'était après, l'époque, ouais. c'était à Opéra, à Ok. Paris, Opéra. D'accord, ok. Après, ils ont bougé à Neuilly. Basque Up, donc au début, je fais des animes rêves. C'était un dessin animé de basket, donc de Donc basketball. le dessin animé de Tony Parker, c'était ça en gros. Ouais. Avec Tipeee, quoi. Donc Tony Parker, que j'ai évidemment pas rencontré. Hein, parce Il que- était déjà rappeur à l'époque. Je sais pas. En fait, j'étais pas un méga fan de basket. Mais par contre, donc à l'époque, c'était voilà, moi on me dit c'est un truc de basketball et on veut faire des trucs hyper shonen avec des purs animes, machin, etc. Et donc oui, moi dans un premier temps, en fait, on m'a demandé de faire des animes de trucs un peu stylés en basket et tout. Et en fait, au bout de donc, quelques semaines, à la fin de mon stage, ils voient que j'ai grave la dalle et tout. Et là, ils me proposent de prendre en charge le générique. Ok. Le générique donc de la série Basque Up. Donc moi j'ai grandi avec la Japanime, moi j'ai grave la culture de l'opening comme on dit. Je me suis bouffé des openings à gogo. Donc là je me dis waouh trop stylé et tout. Moi j'arrive trop naïf et tout et je me dis qu'on va faire des purs animes Jap et tout. Bon, dans les faits évidemment c'était pas le cas. On est sur une prod française sous-traitée en Corée du Nord. Ah ouais, Faut le savoir, c'est un petit peu flippant, mais ouais, en fait, l'animation était faite en Corée du Nord. Et donc, non, bah, évidemment que ça allait pas être un générique de Naruto, quoi. Parce qu'on avait ni le chanteur, ni la musique, ni le temps, ni le budget, ni le pipeline, enfin bref. Donc ça s'est évidemment pas passé complètement comme prévu, mais moi, ça a été quand même un truc de ouf, parce que ça a été ma première expérience dans le milieu. J'ai commencé à rencontrer plein de gens. Le producteur, à l'époque, c'était donc Sylvain Dos Santos. Et Sylvain Dos Santos, c'est un peu le jeune producteur qui m'a fait rentrer dans le milieu, Ok. qui s'est dit genre, oh, putain, le petit là, il a grave la dalle et tout, ça peut le faire. Et puis on est toujours en contact aujourd'hui, voilà, 10 ans plus tard. Donc ça, évidemment, c'est une grande aventure humaine, tout ça. Donc générique sur Basque Up qui se passe pas complètement comme prévu, mais bon, ça reste quand même top pour faire ses armes. Et donc dans la même boîte, Téléimage Kids, donc, il y avait en parallèle le dessin animé Le Ranch qui commençait à se mettre en place. Donc Le Ranch, c'était évidemment, il y avait beaucoup d'arriéries à l'époque, parce que, enfin, au sein de la prod, je veux dire, de la boîte, parce que Le Ranch, c'était un truc de cheval pour les petites filles, quoi. Mais moi, du coup, donc, comme je disais avant, voilà, j'ai bien fait savoir que j'avais envie de m'essayer au storyboard. Et j'ai eu de la chance parce que donc la saison 1 du Ranch, la réalisatrice, Monica Mahaten, si je dis pas de conneries, j'imagine, je pense qu'elle a dû se prendre un peu d'affection pour moi. Elle s'est dit, on va lui donner sa chance au petit Jeunot. Et ça, c'est une chance parce que en fait, c'est hyper dur de démarrer en storyboard. Parce que le storyboard, en fait, c'est un métier qui demande beaucoup, beaucoup de compétences. C'est des compétences que t'as pas toujours quand t'as 20-25 ans. Lesquels du coup? En fait, il faut savoir tout faire en storyboard. Il faut savoir faire du personnage, du décor, il faut avoir un sens du rythme, il faut avoir un sens de la narration, il faut avoir un sens du montage, parce qu'on nous demande quasiment de faire du montage aussi, de la perspective, il faut une sensibilité, il faut savoir faire de l'acting, parce que c'est toi qui décides de comment les personnages se tiennent, se déplacent, quel posing ils vont avoir quand ils parlent. Donc c'est presque du jeu d'acteur, sauf que c'est pas toi l'acteur, mais c'est toi qui vas le dessiner. Du coup, quand tu as des scènes d'action, il faut quasiment faire de l'anime aussi. Faut vraiment faire, tu fais pas l'anime, mais tu fais toutes les poses clés. Donc en fait, il faut faut tout faire sauf la couleur, quoi. Et encore maintenant, des fois, on nous demande même de mettre les valeurs, les ombres, etc. Donc forcément, c'est un métier qui demande de la bouteille. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Comment tu fais pour rentrer dans la bouteille, si je puis me permettre l'expression? Bon, bref, le fait est que sur le ranch, on me donne ma chance. J'ai fait 3-4 épisodes, je crois. Ça commence ça se passe plutôt pas mal. Enfin, des hauts, des bas, mais ça va, quoi. Genre, le métier commence à rentrer. Et en parallèle du ranch, du coup, Basque Up, qui est fini sa première saison, il démarre la saison 2. Ouais. Donc là, saison 2 de Basque Up, on me rappelle, cette fois-ci, border. Storyboarder officiel dans l'équipe et tout. Et là, pour moi, ça a vraiment été... là, j'ai pu me la donner. Parce que Basque Up, même si c'est pas forcément... Je pense pas que ce soit un succès, je pense que les gens connaissent pas. Mais c'est une série qui était hyper exigeante.
Parce que c'était semi-réaliste, c'était beaucoup d'action, c'était beaucoup de perspectives, des trucs assez durs à construire, à dessiner. Et là, j'ai eu, je sais plus, 4-5 épisodes, ça a duré 1 an. Et ouais, là, par contre, là, j'ai vraiment pu faire mes armes. Les gens, ils me connaissaient déjà de la saison 1, donc j'avais un terrain à peu près déjà acquis. Et là, je canarde. C'était du gros kiff, plein de trucs bien action, basket, machin et tout. Et, là, comme quoi c'est ouf, parce que c'est que des trucs de proximité. Entre-temps, ils avaient déménagé. Le bâtiment dans lequel ils étaient, l'étage au-dessus de nous, il y avait la boîte qui a coulé maintenant, la boîte de Marathon. Ouais. Marathon Média. Marathon qui ont fait Total Spice, qui ont fait Martin Mystère, si je dis pas de conneries, et qui à l'époque faisait Loli Rock. Loli Rock, comme je le dis souvent très affectueusement, un sous-Sailor Moon à la française, qui réunissait pour l'époque du beau monde. Il y avait vraiment des gens assez doués qui bossaient sur cette prod et tout, des gens que moi je connaissais pas, dont j'avais quand même entendu parler sur les réseaux sociaux. On était au début d'Internet quand même. Et là, c'est l'étage du dessus. Donc évidemment, au bout d'un moment, je grimpe les escaliers, je toque à la porte. Je connaissais 1 ou 2 potes sur cette prod, je m'arrange pour rencontrer les gens. Et là, je leur dis, voilà, je débute en storyboard, patati patata, j'ai la dalle, etc., le grand classique. Et donc, ils finissent par me donner un test. Donc, dans le milieu du storyboard, c'est beaucoup, enfin, du dessin animé en général, c'est des tests, en fait. Ok. C'est-à-dire, on te donne, pour le storyboard, en l'occurrence, on te donne genre 3 pages de script. Ok. T'as 3-4 jours. Tu le fais dans ton coin, t'envoies ton test, c'est bon, t'es pris, c'est pas bon, t'es pas pris. Hyper pragmatique, et ça, c'est quelque chose que je chéris dans le milieu. On m'a jamais demandé un diplôme. Okay. J'ai jamais vu quelqu'un à qui on demande son diplôme, et ça, c'est chiant, mais putain. Bon, bref, Loli Rock, je fais un test dégueulasse, de la grosse merde, mais ils sentent le petit jeune, la dalle, l'énergie, machin, donc ils me disent, bon, on va te prendre à l'essai pendant genre 1 mois ou 2. Là, j'ai ouvert mes chakras, j'ai tout donné, et du coup, j'ai été pris sur Loli Rock. Et Loli Rock, ça a marqué, dans mon parcours, ça a vraiment marqué un basculement, quoi. Je pense que c'est vraiment sur la prod de Loli Rock où là, j'ai commencé à être vraiment à l'aise en storyboard. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à me recommander sur d'autres projets, donc après Ladybug, etc. Et après, bref. Et justement, pour parler de storyboard et de début de carrière comme ça, est-ce que, du coup, c'est à ce moment-là aussi où tu trouves ton style d'une certaine manière, et comment on pourrait définir le style d'un storyboarder selon toi ? C'est hyper dur. C'est hyper dur parce que, bon, déjà, encore plus en France, t'as quand même des styles de dessin animé assez définis. Ouais. T'as genre le cartoon, Tex Avery, machin, où là c'est très plat, il n'y a pas de perspective, c'est très théâtral. Ensuite, tu vas avoir des trucs, peut-être moins aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas, il y a une dizaine d'années, un peu japanime. Loli Rock, Bask Up, Totally Spice, des trucs comme ça. Où là, on va être déjà sur un truc, même si c'est pas toujours très beau visuellement, c'est plus solide, il y a beaucoup de perspectives. Je dis perspective parce que tout de suite, dès que tu commences à avoir autre chose que des plans de face ou de profil, dès que tu commences à avoir des caméras au-dessus, en dessous, loin, plongée, contre-plongée, etc., tout de suite, ça commence à demander plus. Il faut un dessin plus solide. Et voilà, donc tu as cartoon, semi-réaliste, tu as pas mal d'autres styles comme ça. Donc déjà, de base, on te demande quand même de t'adapter à un style. Ensuite, en effet, dans ce style-là, dans ta manière de découper, donc quand je dis découper, ce qu'on appelle le découpage, c'est grosso modo, c'est vraiment la narration. Ouais. Le découpage, c'est quand est-ce que tu choisis un plan large, un profil, un cut. Est-ce que tu vas faire plein de plans très rapides, des plans très longs, des trucs comme ça. Après, on va tous avoir une sensibilité. Et moi, en ce qui me concerne, je pense que clairement, j'ai été biberonné à la japanime. Et donc japanime, je dirais quand même assez semi-réaliste, assez cinématographique. Et quand je dis japanime, donc moi je serais plus du côté des... c'est bien de mon âge, hein, mais plus du côté des Cowboy Bebop, des Evangelion, Escaflowne, où là, on est quand même sur des découpages assez cinématographiques. Okay.
Après, c'est marrant parce qu'on me demande souvent, on me pose des questions sur mon style de dessin. Après, sur mon style de storyboard, en effet, j'ai moins de questions. On me le demande moins souvent. Ouais, je dirais influence japanime, mais en vrai, je me suis jamais trop posé la Ouais. question. Je crois, ça n'engage que moi, mais je crois que je suis contre ces histoires de style, en fait. Parce que, en fait, je pars du principe que c'est comme quand t'écris, tu prends une feuille, tu prends un stylo, en fait, tu réfléchis pas à ton style, Ouais. c'est ce qui sort. Est-ce que vous, on vous met dans des cases, justement? Ouais. Ouais. Ouais, moi, donc en fait, comme j'ai beaucoup bossé sur des trucs d'action, un peu japanime action, C'est le maître de la bagarre, quoi. ouais, j'ai souvent été catalogué comme le border qui fait des trucs assez compliqués, genre caméra qui bouge, 3D, hyper action et tout. Et c'est vrai que j'adore faire ça, mais dans le fond du fond, c'est pas forcément ce que je préfère. Ok. En vrai, moi, je suis plutôt... En fait, je dirais que moi, mes points forts, c'est tout ce qui va être extrême. L'action extrême, l'émotion extrême. Genre des persos qui chialent, je kiffe. Des trucs d'amour trop extrêmes, je kiffe. Ok. Des trucs de baston trop extrêmes, je kiffe. Donc je pense que je suis plutôt dans... L'intensité, quoi. Ouais, dans l'extrême, quoi, je pense. Et du coup, qu'est-ce que tu penses? Toi, t'en as peut-être un peu déjà parlé, mais je vais te la poser vraiment précisément. Qu'est-ce que tu penses de la notion de talent chez un artiste? Toi, t'as eu l'impression d'avoir, par exemple, du talent pour le dessin? Si j'ai un talent, il est clairement pas dans le dessin. Je crois de plus en plus, je crois dans le profil. Je crois on a tous certains types de profils. Moi, je sais que dans mes proches, j'ai des potes, eux, leur kiff, c'est le dessin super beau, super léché. Tu sais, le truc où tu vois le dessin et putain, c'est évident, il y a une harmonie visuelle, etc. Et pour certains d'entre eux, je sens que ça ne sent pas la sueur, en fait. À l'inverse, moi, je constate que ça peut venir assez facilement, moi, tu vois, ouais, en quelques croquis, d'avoir un truc narratif, tu vois. Et ça, je l'ai toujours eu. Comme je te disais un peu plus tôt, quand j'étais môme, naturellement de moi-même, genre à 8-9 ans, je faisais des BD entières, quoi, tu vois, de plusieurs dizaines, voire centaines de pages. Et j'avais pas à forcer, quoi. J'étais pas un constipé, tu vois. Euh, et ça, c'est ce que j'appelle le profil. Après, à l'intérieur de ce profil, bah, évidemment, tu as des centaines, des milliers d'heures de taf, comme un pianiste, un violoniste, un trapéziste, un jongleur et tout ce que tu veux. Mais de base, il y a un profil. Et en fait, si je dois approfondir ma question, en fait, je crois dans deux choses. Évidemment que je crois dans le travail. Mais je crois que ça, c'est tellement évident que c'est pas la peine de le dire, en fait. Les deux choses dans lesquelles je crois, c'est le profil et le plaisir. C'est-à-dire que si tu arrives à bien cerner, identifier ton profil, c'est-à-dire les choses que tu vas faire... En fait, les trucs que le môme en toi va faire sans qu'on lui demande, c'est ça que j'appelle le profil. Pas un truc que tu fais parce que papa, maman te l'a demandé, pas un truc que tu fais parce que l'école te l'a demandé, ou pas un truc que tu fais parce que Twitter t'a dit que tu auras plus de likes en le faisant. Non, non, le truc que tu vas sortir de toi-même comme un môme dans son bac à sable, ça, c'est le profil. Et quand tu fais ce qui est dans ton profil, tu vas kiffer, naturellement. Et quand tu kiffes, tu vas pas voir les milliers d'heures passées, donc tu vas pas voir les progrès. Donc, je crois pas dans le talent, je crois dans le profil et je crois dans le kiff. Justement, tu kiffes, mais c'est quand même ton métier. C'est ce qu'on appelle donc des fois les métiers passion. Ouais. Et ça, on sait que c'est des fois pas forcément un truc facile à gérer. Toi, Ouais. toi comment tu gères ça? Moi, j'ai eu plusieurs phases, en fait. Quand j'ai commencé à bosser dans le dessin animé, je pense que comme beaucoup de gens qui sont dans des milieux créatifs, artistiques, j'avais tout un tas de casseroles psychologiques à régler. Certaines sont encore en cours. Et du coup, moi, de trouver ma place dans cette communauté, dans ce milieu, ça a été une sorte de seconde naissance. Et ça a été, pendant beaucoup de temps, une énorme, ce que j'appellerais une béquille narcissique, en fait. Parce que tu fais ce que t'aimes, tu commences à recevoir des encouragements,
tu trouves ta place, les gens t'admirent, commencent à t'admirer pour ce que tu fais. Et donc ça, évidemment, quand tu as eu une adolescence caca, c'est chambé, tu vois. Et là, du coup, intervient, comme tu l'as très justement dit dans ta question, le côté peut-être un peu toxique du métier passion. C'est que moi, c'est devenu une addiction, en fait. Et c'est devenu une addiction parce que j'avais tellement approuvé à ma communauté, au dessin animé, mais même ensuite à la vie en général. J'avais tellement approuvé que bah là, ça y est, c'était parti, les soirées, les week-ends, les vacances. Et il faut toujours que tu prouves un peu plus. Et puis quand tu commences à faire un truc qui plaît, oui, mais en fait, c'était un coup de bol, donc en fait, je vais quand même me donner à fond pour la suite et tout. Et oui, sur le côté vie privée, bah clairement, sur la vie sentimentale, c'est pas chouette pour là où les personnes en face. Et puis même au bout d'un moment, moi, au bout de 5-6 ans, je dirais, 5-6 ans de parcours, waouh, putain, et à un moment donné, ça devenait évident qu'il y avait un truc qui allait pas. Parce que je pouvais pas arrêter, en fait. Et après, t'es toujours dans la peur de louper l'opportunité, la peur de louper la prod cool du moment. Oh mon Dieu, mais il y a machin qui bosse sur cette prod, il faut que j'y sois, machin et tout. Et là, comme il y a eu, ensuite, il y a eu dans ma famille des événements pas cool, ça m'a un peu remis les pendules à l'heure. Et, et là, je me suis dit que j'avais besoin de faire un sevrage. Ok. J'avais besoin de faire un sevrage et j'ai eu besoin de me retirer du taf pendant 6 mois, 1 an, quoi. Et parce qu'en fait, mon postulat de départ, c'était, quand j'ai décidé de stopper le taf pendant un moment, mon postulat, c'était j'ai besoin que si un jour un inconnu me rencontre et me dise salut, quitter, moi j'ai besoin de pouvoir répondre autre chose que salut, je suis Étienne, storyboarder sur tel prod. Parce que je me suis dit que ça, c'est psychologiquement, c'était pas bon, c'était pas sain, quoi. Là, j'ai crise de la trentaine, j'ai fait mes voyages, machin et tout. Inch'Allah, il n'y avait pas le Covid à l'époque. Et ça m'a fait le plus grand bien, en fait. Ça m'a permis ensuite de reprendre le taf avec un rapport un peu plus sain. J'ai dû m'imposer d'arrêter de taffer les week-ends, par exemple. Et je m'éparpille, je suis désolé. Mais en tout cas, si la question c'est métier passion, bah, la réponse c'est ouais, métier passion, faites attention, quoi. Donc ça, c'est pour le côté un peu plus difficile. Et c'est quelque chose que je constate, en fait, voilà, c'est un truc que je constate beaucoup, beaucoup dans les gens que je fréquente dans le dessin animé. En tout cas en France, un peu moins ailleurs. C'est qu'il y a des amalgames de ouf, quoi. Des amalgames entre je suis mon travail. Ouais. Bah, du verbe être, hein, je suis, I am my work, quoi. Et ça crée des trucs pas cool, en fait. Ça crée des trucs où c'est des gens qui sont complètement en dépendance à... En plus, maintenant, c'est amplifié avec les réseaux sociaux. Il y a un star system souvent dégueulasse, à mon sens. Parce qu'encore une fois, c'est que du dessin animé. Mais avec les réseaux sociaux, c'est amplifié. C'est amplifié et les gens, ils se perdent dans des espèces d'addictions de followers, de likes, de machin, de fame. Et ça donne, ça donne des gens qui, en fait, quand tu leur enlèves le taf, il reste plus rien, quoi. Et c'est pas cool. Donc ça, c'est pour le côté toxique. Par contre, maintenant, pour le côté putain de positif du métier passion, c'est que, là, je parle en mon nom, hein, ça concerne que moi, mais bah, en fait, je travaille pas. C'est pas un boulot, en fait. C'est pas un taf pour moi, en fait. Tu vois, je fais ce que j'aime, on me donne des sous, et des fois, entre deux prods, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je continue à dessiner, en fait. Et, et ça, c'est pareil, j'ai assez vite pigé que c'était une chance, que c'était une chance, mais genre phénoménale. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut que ça reste comme ça. Moi, je me suis toujours dit, ça doit rester comme ça, et c'est pour ça que je parle du plaisir. Ça doit rester un indicateur. Et je me suis souvent dit, mon espèce de mantra, c'est si jamais je vais au travail, si j'ai l'impression d'aller au travail, je démissionne. Parce que bah, des fois, ça arrive. Ouais. Des fois, il y a des projets, il y a des prods où ça se passe pas, humainement, professionnellement, artistiquement. Et c'est à peu près ce que j'ai fait à chaque fois, en fait. Dès que j'ai vraiment... quand je sens que j'ai pas envie d'aller prendre le métro le matin, là, je me dis, c'est pas bon, faut que j'arrête. Et j'ai la chance de pouvoir le faire. C'est très cool, tu nous as envoyé en amont de cette interview pas mal de matériel à regarder, à analyser, que ce soit des storyboards, des dessins, tout ça.
Et du coup, nous, ça nous a permis aussi de remarquer un peu quelques trucs, et j'aimerais bien qu'on en discute 5 minutes, parce que Avec je plaisir. trouve ça intéressant. Euh, Tout d'abord, dans tes storyboards, on a remarqué qu'il y avait une espèce de... Tu avais une capacité assez incroyable à faire bouger la caméra très librement. C'est quelque chose qui nous a particulièrement frappé, on en parlait hors caméra, le trailer des Cassos, Super Smash Bros, tout ça, Ouais. avec ce long plan séquence. D'où ça devient ça? Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Alors c'est rigolo parce qu'il y a certains dessins animés en 3D où on demande aux storyboarders, en fait, avec des logiciels 3D, de vraiment faire des captures d'écran de son décor qui bouge, quoi. C'est-à-dire quand tu as la Ouais. caméra qui bouge, tu as forcément tout le décor qui bouge. Et souvent, on demande aux storyboarders de vraiment, image par image, prendre des photos du décor qui bouge en 3D pour redessiner par-dessus. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte qu'en général, je vais plus vite en ne le faisant pas. Je vais plus vite en dessinant moi-même le truc. Et ce qui fait que, de toute évidence, ouais, j'arrive assez facilement à me projeter dans un espace 3D. Ben, j'ai aucune idée d'où ça vient, ce truc-là. Il y a peut-être un truc de cerveau droit, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, dessiner de l'environnement qui bouge, ça demande, comme me le disait un camarade, ça demande une forte capacité d'abstraction. Parce qu'en fait, moi, alors là, je vais pas démarrer une masterclass de caméra 3D, je vous rassure. Mais en fait, quand je dessine des trucs où la caméra bouge vraiment dans le décor, moi, dans un premier temps, mon premier calque, mon premier layer quoi, de dessin, souvent, c'est des traits. C'est-à-dire que là, il y a un trait qui va représenter, j'en sais rien, genre l'Arc de Triomphe. Et ce trait, je vais juste le déplacer d'image en image parce que je sais que par-dessus ce trait, il y aura l'Arc de Triomphe. Et donc, en fait, mes premiers layers, quoi, c'est des trucs, c'est complètement abstrait, en fait. C'est juste des points ou des traits qui se déplacent. Mais moi, j'arrive ensuite par-dessus Ok. à me projeter et à vraiment reconstruire par-dessus. Ouais, alors non, mais là, limite, il faut peut-être aller voir du côté presque chimique ou physiologique, en fait. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont plus facilement, qui arrivent plus facilement à se projeter dans de l'abstrait. Moi, c'est un truc que j'adore faire. Je sais pas pourquoi j'adore faire, parce que c'est presque des sortes d'énigmes, en fait, pour moi. Enfin, c'est une super branlette intellectuelle. J'aime bien faire ça. Ça a commencé à se voir quand j'ai bossé sur Ladybug. Où là, du coup, évidemment, c'était une série en 3D, donc beaucoup plus facile d'avoir des plans très compliqués. Et on va dire, mon kiff, mon pari à moi, c'est de réussir à le faire en 2D. Et je dis bien que c'est un pari parce qu'en fait, en 2D, ta caméra, elle se déplace jamais réellement, c'est que de la triche, en fait. Tu vas juste faire déplacer des éléments de décor, mais il faut le faire suffisamment bien pour que toi, le spectateur, t'aies l'impression que la caméra, elle se balade. Ouais, c'est un truc que j'adore faire, mais c'est dur d'expliquer vraiment Ouais, parce comment qu'en fait, et pourquoi. tu mets de l'instinct dans un truc qui Ah, c'est que du feeling. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, c'est que du feeling. C'est-à-dire, c'est pour ça que je te dis, je vais pas faire de masterclass. Déjà parce que c'est chiant. Et d'autre part, parce que je sais même pas si j'arriverai à le faire, tu vois. Du coup, pareil, Étienne, dans tout ce que tu nous as envoyé, notamment là, je parle peut-être plus de tes dessins perso, on a remarqué que la nature était un élément hyper présent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Est-ce que ça vient peut-être de ton passé, de ton enfance à La Réunion, ou pas forcément? Complètement. Complètement. J'ai grandi à l'île de la Réunion pendant mes 18 premières années et j'ai eu la chance de vivre à 2 minutes à pied de la plage. Donc j'ai toujours grandi dans la nature, les cocotiers, l'océan, les vagues, la jungle, les cascades, tout ça. Et je pense que donc évidemment, ça se voit dans mes dessins perso, dans mon univers perso. Et plus précisément, le truc qui, moi, pendant toute mon enfance, m'a vraiment, vraiment marqué, c'est que chaque année à La Réunion, aux alentours de janvier, février, c'est la saison des cyclones. Et donc, je vais pas dire chaque année, mais presque chaque année, on se prenait un bon gros cyclone dans les dents. Et ça, c'était fabuleux parce que du coup, il y avait, je sais pas, des fois, ça allait jusqu'à une semaine. T'avais une semaine d'ambiance fin du monde où il y avait de la pluie de ouf, des vents de malade, genre les panneaux de signalétique pliés en deux. Ça, moi, ça me fascinait quand j'étais môme. Ce qui me fascinait encore plus, c'est que du coup, après, on avait généralement 4-5 jours sans école. Donc ça, évidemment, quand t'es môme, c'est trop bien.
Mais surtout, on avait 4-5 jours sans école, mais parfois sans électricité, sans eau. Et là, moi, j'ai des souvenirs gamins, quoi, où le soir, on était à la bougie, où du coup, t'avais plus la télé, t'avais plus rien. T'étais obligé d'aller jouer avec tes voisins, ou de demander du sel à tes voisins, ou des bougies, ou je ne sais quoi. Et aussi, il y avait des paysages vraiment magnifiques, quoi, de fin du monde tropical, avec un ciel noir, mais magnifique. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et du coup, moi, j'aime bien appeler ça le mélantropique, c'est-à-dire mélancolique et tropical. Donc, moi, j'aime bien voilà, qualifier mon univers personnel voilà, de mélantropique. Et donc, oui, ça vient complètement de mon enfance sous les tropiques. Et puis après, États-Unis. Ouais. Et les États-Unis, comment Via c'est... Nickelodeon d'abord, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et figure-toi que c'est rigolo parce que je crois que c'est la seule fois de l'entièreté de ma vie que LinkedIn m'a servi. Parce qu'en tout cas, dans le dessin animé, LinkedIn, c'est pas l'impression. En tout cas, en France, c'est pas un truc qui cartonne de ouf. Et en fait, moi, sur LinkedIn, justement, j'avais eu quelques, mais bref, tout petits échanges avec Yann Graham. Yann Graham, qui à l'époque bossait sur Legend of Korra. On avait mais vraiment un tout petit peu échangé, mais rien de spécifique, quoi. Et donc 2017, il y a eu un beau matin où je me suis levé, j'ai regardé mes mails et j'avais un mail de Nickelodeon qui me proposait un visa. Et c'est vraiment arrivé comme ça. Donc moi, c'est assez marrant parce que je pense pas vraiment avoir eu le rêve américain dans ma vie. Je me suis toujours dit que ça serait trop cool d'y aller. Mais j'en ai jamais fait un rêve, quoi. Tu vois, pour le coup, j'avais beaucoup plus le Japanese Dream, je dirais, que le rêve américain. Donc là, Nickelodeon me proposait un visa, donc c'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, c'est pas rien comme proposition, c'est cool, mais c'est quand même pas rien comme choix de vie aussi. Donc évidemment, j'ai pris un peu de temps pour y réfléchir. Et au bout d'un moment, je me suis vraiment dit, pourquoi pas. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, j'y suis allé avec la même énergie que si on m'avait proposé un taf à Bordeaux, quoi. Ouais. Je me suis dit, ok, je vais tester. Et alors c'est rigolo parce que quand ils m'ont proposé le visa, je savais même pas sur quel dessin animé c'était. Je savais même pas sur quel prod j'allais y aller. Je me suis vraiment dit YOLO, quoi. Ouais. Parce que j'avais de toute façon envie de me barrer de Paris. Donc ça a mis du temps, ça a mis 6 mois à faire le visa à peu près. C'est vraiment des galères. Hein. Et du coup, l'Amérique. Du coup, on en arrive à l'Amérique, en effet. Donc, je suis arrivé là-bas en 2018. Clairement, je vais pas te mentir, ça a été un choc. Ouais. Ça a été un choc sur absolument tous les niveaux, quoi. Personnel, professionnel, artistique, culturel, machin et tout. Donc, la côte ouest, c'est ça? Californie. Los Angeles, côte ouest. Avril Lavigne, Sum 41, skateboard. Tout ça. Salade de quinoa. Et du coup, la question elle porte plus sur l'arrivée aux États-Unis ou les États-Unis en général. Et après justement, peut-être là tu viens de défricher un peu ça, mais comment tu as appréhendé leur manière de vivre, mais aussi de travailler Manière de vivre, c'est là je pourrais vraiment en parler pendant des heures. En fait, c'est dingue parce qu'on a l'impression qu'on connaît la Californie. Parce qu'on a tous grandi avec le cinéma, avec Hollywood, avec les séries, avec la musique, avec certains jeux, etc. Et en effet, t'arrives là-bas et... Ah ouais, il y a des trucs que tu reconnais, ça a l'air familier. Mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. On n'a pas les mêmes disques durs, quoi. Vraiment, français-américain, on fonctionne pas pareil. Dans les relations humaines, ça fonctionne vraiment pas de la même manière. Dans la vision de la vie. Puis ensuite, tout un tas de trucs politiques aussi, dont je me garderai bien de parler ici, parce que c'est évidemment hyper compliqué et profond. Et donc là, il y a un vrai choc qui... Au bout de 3-4 mois, tu te prends le truc dans la gueule. En fait, c'est marrant, parce que quand par exemple, j'ai un peu vécu au Japon aussi, et travaillé là-bas un petit peu aussi, quand tu vas au Japon, tu le sais que ça va être différent. Il n'y a pas de secret, t'arrives et ça se voit, tu vois la gueule des gens, tu vois qu'on n'est pas pareil, quoi. Aux États-Unis, tu as l'impression que ça ne sera pas le cas, alors qu'en fait, le choc culturel, il est presque aussi gros, peut-être même plus, sur certains sujets, je trouve. Donc, sur le plan humain,
Ça a été difficile, je sais pas si c'est le mot, en tout cas ça a été passionnant. De toute façon, l'expatriation, c'est tout le temps une expérience passionnante, je trouve, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Peut-être même encore plus quand elle est mauvaise, je trouve. Et ensuite, sur le plan du boulot, bah alors là, pareil, putain. Pour te donner des chiffres, un exemple hyper concret, en France, quand tu bosses dans la série, un storyboard de, je sais pas, mettons 10 minutes, tu vas avoir 3, dans le meilleur des cas, 4 semaines pour le faire. Aux États-Unis, un storyboard de 10 minutes, je me suis retrouvé avec... storyboard de 6 minutes, je me suis retrouvé avec 7 à 8 semaines pour le faire. Et en général, payé 4 fois plus. Donc là, waouh, putain, là, ça a été un vrai choc. Et tu vois, pour revenir un peu sur la question de métier-passion qu'on avait avant, pour moi, ça a été un bond en avant parce que on avait tellement de temps que je me suis vraiment retrouvé. J'ai terminé toujours en avance. Là, vraiment, je ne bossais pas le soir, jamais les week-ends, voire même jamais les matins. Et du coup, le matin, je prenais mes matinées pour faire mes dessins perso. Ça m'a fait beaucoup de bien, d'ailleurs. L'après-midi, je faisais mon vrai boulot, entre guillemets. Et ah ouais, là, ça a été vraiment un choc. Dès Nickelodeon, ça a été comme ça? Ah ouais. Okay. Après, il y a forcément toujours des petites périodes un peu de rush, tu vois. Mais ouais, non, les conditions de travail, c'est... En fait, j'ai même pas envie de dire que c'est hallucinant. C'est qu'en fait, maintenant, avec du recul, je pense plutôt que c'est hallucinant les conditions qu'on a en France. Ouais. Et qu'en fait, ce qui se passe aux US, c'est normal. Ça devrait plutôt être ça. Là. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'absolu, c'est... Mais en fait, maintenant que j'y repense, c'est complètement ouf, parce que là-bas, passé 18-19 heures, les studios étaient vides, quoi. C'était les Sims, quoi, tu vois. À 18h, genre, pélim, t'as le Christophe, faut aller nourrir le yinche, tu vois. Putain, en France, la journée, elle démarre à 19h, des fois, tu vois. Donc ça a été vraiment une bouffée d'air frais. Et là, j'ai pu me recentrer sur moi. Ce qui veut dire surtout aller surfer et voir les potes. Donc voilà, ça, je dirais, ça a été vraiment le gros choc positif, quoi. Nickelodeon, Glitch Tech, et donc ensuite Cartoon Network, Steven Universe Future. Ouais. Ça a duré combien de temps, Nickelodeon, et comment t'es passé chez l'autre crèmerie? Combien de temps Nickelodeon? À peu près 7 mois. Okay. 7-8 mois. Et Steven Universe Future, en fait, c'était que la dernière saison, qui était plutôt courte. Donc je crois, pareil, à peu près 7-8 mois. Le passage de l'un à l'autre, en fait, c'est compliqué parce que donc aux États-Unis, dans mon cas, j'étais sous un visa. Et c'est des visas un peu compliqués dans mon métier parce que du coup, c'est des visas où tu es sponsorisé par une boîte, donc tu appartiens à une boîte, comme un joueur de foot. Et du coup, quand tu veux aller dans un autre club, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué parce qu'en gros, il faut redémarrer ton visa depuis le début, quoi. C'est pas des visas... je sais qu'il y a certains pays où tu as un visa de 3 ans et pendant 3 ans, tu fais ce que tu veux. Là, c'est pas le cas. Là, tu appartiens à cette boîte. Si tu arrêtes de bosser dans cette boîte, tu as 60 jours pour dégager du pays. Comment je me suis retrouvé à Cartoon Network? J'ai bien envie de dire grâce à mon pote l'univers, parce que j'étais en coloc avec une recruteuse de Cartoon Network. Alors, c'était pas du tout choisi, ça m'est vraiment tombé dessus comme ça. Et c'était une super pote qui m'a amené au boulot en voiture le matin. Et donc, on papotait beaucoup. Et en fait, à un moment donné, en fait, c'est complètement ouf. Parce que moi, Steven Universe, je savais même pas que c'était fait à Los Angeles. Je savais que c'était américain, mais je savais même pas que c'était à Los Angeles. Je savais même pas que Cartoon Network, c'était à Los Angeles. Vraiment, je débarquais comme un gros blaireau, comme un touriste, quoi. Et donc, un beau matin, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te branche, je te file mon portfolio et Ils ont des serveurs, en fait, là-bas, des serveurs spéciaux talents à suivre, entre guillemets. Et donc, en fait, elle a mis mon portfolio sur le serveur et franchement, gros coup de bol. Genre, le lendemain, j'avais un mail de l'équipe de Steven Universe qui me proposait de passer un test. Donc là, évidemment, j'ai tout donné parce que je suis toujours, mais j'étais un gigantesque fan de Steven Universe avant d'aller aux États-Unis. Et là, j'ai trouvé ça complètement ouf, quoi. Surtout quand j'ai appris que, du coup, ça serait la dernière saison, machin, etc. Je me suis dit, waouh, putain, c'est un rendez-vous. Je me suis dit, là, il y a un rendez-vous que je peux pas louper.
Et ensuite, ça a été très compliqué de partir de Nickelodeon et d'aller à Cartoon Network pour toutes ces histoires de visa. En termes de procédure, ouais, tout simplement. Ouais, en termes de procédure et en termes que Nickelodeon, ils étaient pas hyper chauds à l'idée que je parte. Ouais. Parce que voilà, ils avaient du coup beaucoup investi sur moi, sur le visa. Et ça a été une période un peu compliquée. Mais ça valait le coup. Ça valait le coup parce que donc, suite à ça, j'ai eu la chance de bosser sur Steven Universe. Et c'est comme je l'avais pressenti, c'était vraiment un des rendez-vous qui d'ailleurs m'amène ici aujourd'hui, hein, de fil en aiguille. Tu peux nous parler peut-être même plus précisément de ta rencontre avec l'équipe et avec Rebecca Sugar? Ouais, carrément. Donc Rebecca Sugar, forcément, j'avais un peu vu sur Internet. Parce que dès que tu t'intéresses à Steven Universe, comme elle est assez populaire, Rebecca Sugar, forcément tu tombes sur des interviews, des trucs comme ça. Mais j'en savais pas plus que ça. Et je me rappellerai toujours donc ils m'ont envoyé un test. J'ai pris 2-3 jours, j'ai fait mon test de storyboard, ils étaient contents. Donc là, ils ont demandé à me rencontrer. Et donc j'y suis allé avec mon anglais tout pourri et tout. J'avais la pétoche, évidemment. Et du coup, j'arrive à Cartoon Network et j'arrive dans un bureau. Et puis là, c'est à l'américaine que genre, t'as 6 personnes qui t'attendent autour du bureau. Et je rentre, je m'assois et tout. Et là, il y a Rebecca Sugar qui prend la parole avec sa laine toute petite voix, tu sais, toute légère comme ça. Et là, elle me dit oui, écoute, on a bien aimé ton test. J'aimerais savoir qui es-tu? Et juste, elle me dit ça. Et là, t'as un gros blanc et tu sais, c'est la nouvelle star, quoi. Et en fait, du coup, c'était pas du tout une interview genre technique, etc. Je dis interview parce que c'est comme ça qu'on dit en anglais. Quand tu vas postuler, entretien d'embauche, merci. Et non, et en fait, moi, ce qui m'a tout de suite parlé, ce qui m'a tout de suite plu, c'est que du coup, en effet, c'était plus un entretien sur la sensibilité, la personnalité, etc. Tu vois, c'est pas un truc où on va t'embaucher parce que t'es super balèze techniquement, machin et tout. C'est vraiment juste, est-ce que t'as du cœur, est-ce que t'as du love, quoi, à apporter, en fait, dans le dessin animé, dans les personnages. Et je pense que, moi, c'est en ça que Steven Universe, ça m'a beaucoup marqué dans mon parcours. Et est-ce que ça a changé aussi ton approche du métier? J'ai cru comprendre que être storyboarder sur cette série, c'est pas la même chose que tes expériences passées, par exemple, en France, tout ça. Du coup, tu peux nous parler un peu de ça? Ouais, carrément. La très grosse différence, c'est qu'en général, dans le storyboard, on te donne un script, un scénario qui est hyper détaillé, avec les dialogues, les intentions, machin et tout. Et ton boulot, ça va être juste de le mettre en image. Sur Steven Universe, en fait, les storyboarders, ils sont crédités en tant que scénaristes. Ouais. Parce qu'en fait, on nous donne pas un scénario, on nous donne ce qu'ils appellent un outline. Et c'est grosso modo un résumé de l'épisode, mais qui va devenir en 2-3 pages max. Une trame un peu vague. Voilà, c'est vraiment un gros résumé. Il n'y a pas les dials, il n'y a rien. C'est vraiment Steven va dans la forêt, il trouve un coffre et son papa se fait kidnapper. Et ensuite, on demande aux storyboarders, là, vraiment d'apporter les dialogues, de réfléchir, de vraiment rentrer plus en détail dans le scénario, de sculpter vraiment le truc. Donc évidemment, ça se fait avec beaucoup de ping-pong. On a régulièrement des réunions avec toute l'équipe scénaristique, Rebecca Sugar et compagnie, où ensuite on sculpte ensemble. Mais finalement, en tant que storyboarder, c'est passionnant parce que tu te retrouves vraiment, t'es assez proche de la réal, en fait, quoi, et assez proche du scénar aussi. Et en l'occurrence, moi, Steven Universe, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a apporté un pas de plus vers le scénar. Et ouais, j'aimerais bien évoluer vers ça, en fait, vers la suite. Voilà. Parce qu'en fait, le storyboard, tu passes ton temps dans des scripts, dans des scénarios, donc forcément, t'es obligé d'apprendre des trucs. T'as forcément ce truc de « Ah, là, le scénar, il est pourri, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Et puis, en fait, après plusieurs années de « j'aurais fait ci, j'aurais fait ça », fais-le, putain, en fait, tu vois. Et voilà, donc Steven Universe, en effet, c'était un demi-pas, quelque part, vers ça, j'ai envie de dire. Et justement, pour conclure un peu sur Steven Universe, je crois qu'on a une petite surprise pour toi. Hey there, Etienne! I just wanted to tell everyone a little behind-the-scenes story from the making of Steven Universe Future. So if you're not all caught up on Steven Universe Future, anyone who's watching this, now would be a good time to mute me. So I remember the first time we met, I'm pretty sure it was at Rebecca Sugar's house for the Change Your Mind premiere. And
I remember talking to you about your storyboarding, and you told me some spoilers, namely that Steven was going to propose to Connie, which totally freaked me out. I was like, what? How is that gonna happen? What's gonna happen? Is Connie gonna say yes? All this stuff. But we were talking about it, and you told me what a personal episode it was for you to storyboard. And so flash forward, when you came downstairs to go watch the recording session, I was super nervous because I wanted to make sure that I was doing your storyboards justice, and I wanted to get the perfect blend with Connie, you know, compassionately rejecting Steven and being like, I love you, but I don't want to get married. So yeah, but once the session was done and you were like, oh, good job, I felt super proud. And to me, as a voice actor, that is the best feeling when you succeed at bringing to life other people's drawings or creations in general. So I hope that was a fun little anecdote, but yeah, that was a good session. I hope you have a good rest of your day, and I hope the interview is going well. I hope everyone watching is enjoying. But have a good day. Bye-bye. Ah. Ah, ça fait trop plaisir. Donc c'est Grace Connie. Grace Connie, donc qui sur Steven Universe était la doubleuse de... Grace Rolek, pardon, putain, lapsus révélateur, qui était la doubleuse de Connie. Et donc oui, moi, pendant tout mon passage sur Steven Universe, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. On est devenus assez vite potes. Elle est son amoureux, on s'entend assez bien. Et donc, en l'occurrence, sur Steven Universe Future, il y a un épisode, voilà, qui pour moi était vraiment hyper important et que j'ai adoré travailler dessus. Donc, c'est l'épisode où Steven fait sa demande en mariage à Connie. Et du coup, on avait grave échangé, en fait, avec Grace par rapport à ça. Et parce que du coup, comme je le disais avant, Steven Universe, on écrit aussi les dialogues, même s'ils sont en partie réécrits, arrangés par Rebecca Sugar par la suite. Mais il y a un truc de co-création, quoi. Et donc moi, c'était trop bien parce que voilà, il y avait certains dialogues dont j'étais assez content, malgré mon anglais tout pété. Et j'en parlais à Grace, et là, de voir le truc prendre vie, en fait, c'était complètement ouf. Parce que du coup, j'avais demandé à venir à la session d'enregistrement. Ce qui se fait pas toujours parce que c'est des plannings hyper galères à gérer pour tout le monde en prod. Et là, du coup, dans la vidéo, c'est Grace qui m'expliquait qu'elle aussi, elle avait adoré cette collaboration, mais que du coup, ça la rendait aussi nerveuse parce qu'elle avait senti que pour moi, c'était un épisode super important. Et ouais, non, c'est cool. C'est cool, c'est trop cool cette petite vidéo. Je sais pas qu'il faut remercier. Enfin, si, j'ai ma petite idée, mais je ferai les remerciements en bonne et due forme. Steven, that's so beautiful. Steven? Connie, will you marry me? What? Let's get married and live as Stevani. What? Steven, maybe we should talk about this first? I know you might think I'm being sentimental, but this makes sense. For example, I don't know what you've been studying, but Stevani does. We can go to college together. Steven, come on. We're really young. You don't want to be Stevani with me? Of course I do, but I want to be my own person too. Well, yeah, but... Is it a no? It's a not now, Steven. But if we're sure that we're gonna spend our lives together, why not say it now? We've got plenty of time. Don't worry. I'm not worried. I'm just happy to be with you. That's all. I'm happy to be with you too. It's just that... Oh no, my alarm! Forget studying. Du coup, là, Étienne, sur Steven Universe, tu nous parlais du fait que aussi cette expérience t'a un peu ouvert des perspectives par rapport à ton métier. Question un peu classique, mais est-ce que du coup, quand on est storyboarder, la finalité, c'est de créer sa propre série, son propre film d'animation? Est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu as envie? Ouais, et je dirais que, donc, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, quand tu fais du storyboard, tu es constamment dans du scénario.
Mais d'une certaine manière, quand tu fais du storyboard, tu fais aussi des choix de réalisateur. C'est-à-dire qu'en général, sur des séries de 26 épisodes, hein, le réalisateur, il peut évidemment pas se pencher sur chaque détail de chacun des 26 épisodes. Donc le storyboarder a pas mal de liberté. Il va pas toujours changer le scénario, mais dans la manière de placer une caméra, dans le rythme que tu vas donner, en fait, tu peux quand même changer. Tu vois, tu peux changer la couleur, si je puis dire, du scénario. Et oui, en règle générale, après plusieurs années, les storyboarders, ils aspirent à faire de la réal, en fait. Je dirais que la suite logique, en règle générale, c'est storyboarder, chef storyboarder, c'est-à-dire celui qui va vraiment gérer toute l'équipe des storyboarders, et ensuite réalisateur. Et puis après, certains producteurs. D'autres gens sont partis dans l'agriculture après, c'est un autre sujet. Ensuite, sur le fait de vouloir avoir des ambitions, des volontés d'auteur, là, c'est moins récurrent, c'est pas systématique. Là, vraiment, c'est plus des sensibilités. Il y a des gens qui sont tout à fait à l'aise avec le fait de simplement raconter les histoires des autres. Parce que, mine de rien, storyboarder, c'est pas forcément scénariste. Ouais. Voilà. Moi, dans mon cas, ouais, je pense que j'ai les deux ambitions. Je pense que déjà, j'aspire en effet à faire de la réal, aussi parce que j'aime... c'est très pompeux, mais j'aime l'humain, en fait, j'adore gérer l'humain. Je sais pas si je le fais bien, mais en tout cas, j'aimerais vraiment essayer, je souhaite l'essayer. Et ensuite, peut-être dans un second temps, ouais, j'aimerais vraiment bosser sur mes histoires à moi. C'est pas facile, ça prend du temps parce que tu te mets beaucoup plus à poil en fait en écrivant une histoire qu'en dessinant l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais ouais, voilà, j'aimerais bien. T'es dans ce processus déjà? Ouais, bah, ça prend du temps, hein. Step by step. Parce qu'il faut se rassurer, après tu cherches des validations, etc. Ça prend du temps, mais ouais, clairement, c'est ce que je souhaite, ouais. Toi, t'es parti à un moment aux États-Unis, donc. Il y en a 3 ans. D'autres Français le font et l'ont fait. Ouais. Est-ce que c'est un truc, tu penses que c'est dû au fait que la France n'arrive pas à garder ses talents? Il y a quelque chose de très ironique, en fait, presque hypocrite. C'est qu'en France, on a vraiment des excellentes formations. On a des très bonnes écoles et il y a un vivier de talent qui est hallucinant. Vraiment hallucinant. Et bah voilà, pour avoir un peu bossé aux États-Unis, un tout petit peu au Japon, j'ai aussi un peu pu voir ailleurs. Et putain, on est vachement bon en France. Le problème, c'est que, en tout cas, moi, sur ma dizaine d'années quoi, de parcours, c'est frileux, quoi. C'est-à-dire que quand tu te retrouves à bosser pour les grosses chaînes, bah, ça prend pas de risque. Et on a aussi ce truc complètement aliénant. En France, on est quasiment les derniers à se dire que le dessin animé, c'est pour les enfants. Tu vois, là où au Japon, ben, j'en parle même pas, ça fait depuis 50 ans qu'ils font du porno et compagnie, et des trucs super profonds, adultes et tout. Aux États-Unis, ça fait aussi un petit moment qu'ils commencent à prendre le pli. En France, nous, on est toujours avec Blue Blue et Blue Blue chez les escargots, machin et tout. Donc ça a fini par générer tout naturellement ce truc de bah t'as une super formation, t'as des excellents techniciens et tu te retrouves à travailler sur Blue Blue. Bah ouais, en fait t'as envie de te barrer quoi. T'as envie de te barrer parce qu'ailleurs t'as des projets qui sont plus intéressants, vachement mieux payés et pour les États-Unis en tout cas avec des conditions de travail beaucoup plus humaines. Donc clairement oui, ça change tout. Maintenant, par rapport à ce truc de l'animation pour enfants, tu parlais de Bobby Pills, et je pense aussi, j'espère en tout cas que toutes les plateformes de streaming, Netflix et compagnie, ça va potentiellement changer la donne aussi en France, j'espère. Toi, en tant qu'insider, tu le vois déjà un peu changer ou... Alors là, je vais avoir du mal à répondre, parce que vu que je reviens de 3 ans d'États-Unis, je suis un peu sorti quoi, du radar. Mais oui, si, c'est quand même en train de bouger, tout doucement. Ben là, on va avoir une nouvelle saison de Last Man. Bobby Pills, il continue à produire des choses ados, adultes. Donc, ouais, j'ai bon espoir que ce soit en train de bouger.
Parce qu'en fait, de toute façon, on va de moins en moins bosser pour les grosses chaînes frileuses. Ouais. Tu vois, c'est pareil. L'autre truc aussi qui a rendu dingue beaucoup de gens, c'est que donc, les grosses chaînes, elles ont peur, il faut faire des trucs pour enfants. Et aussi, il faut pas faire de feuilletonnant. Donc feuilletonnant, ça veut dire que ton intrigue, elle se suit d'épisode en épisode. C'est-à-dire comme toutes les séries américaines qu'on mate tous depuis 25 ans. Et quand t'as un truc qui est pas feuilletonnant, c'est hyper dur en fait d'avoir des scénarios profonds, d'avoir des personnages qui se développent, qui évoluent au fur et à mesure de ton histoire. Et voilà, et c'est aussi ça qui fait que la plupart des gens, en fait, c'est marrant. Moi, des fois, je me suis retrouvé sur des prods françaises avec des gens super doués. Et je me dis, c'est ouf parce que j'ai jamais vu autant de gens doués réunis dans une pièce pour faire une telle merde. Tu vois, et vraiment, espérons que ça change, voilà. Tu as bossé sur Steven Universe, on en a parlé longuement tout à l'heure. C'est un dessin animé qui est porteur quand même de beaucoup de messages importants. Est-ce que pour toi, l'animation, c'est aussi ça, un médium qui doit faire passer des messages? Alors, qui doit? Je sais pas. Là, c'est vraiment chacun qui place sa limite. Qui peut, ouais, certainement. Moi, c'est un souhait. Steven Universe, c'est aussi pour ça que j'étais vraiment heureux de bosser dessus, parce que je me suis dit, moi, quand j'étais spectateur, Steven Universe, sur plein de sujets, c'est un dessin animé qui m'a fait du bien, dans lequel j'ai pu me retrouver sur plein d'éléments. Et du coup, là, de me dire que je suis en train de bosser sur un truc qui potentiellement va peut-être faire du bien, même si c'est à une dizaine de personnes ou une centaine, ou je sais, même si c'est une poignée de personnes, de te dire que tu fais partie d'un projet qui peut rendre la vie des gens un petit peu meilleure, et yes, tu vois, franchement, yes. Après, voilà, faut aussi pas tomber dans l'autre extrême de vouloir à tout prix apporter des beaux messages, des morales, des machins, parce que ça peut créer une autre forme de dictature. Mais, je sais pas, moi, quand j'étais môme, j'ai passé plein de bons moments avec Sangoku, tu vois, et je suis content qu'il y ait des gens qui m'aient amené Sangoku, tu vois. Et d'autres, parce que c'est pas forcément un exemple. Donc voilà, je vais pas dire que ça doit apporter des bonnes choses, mais putain, ça ferait pas de mal quand même, quoi. Ça ferait pas de mal parce qu'en fait, ça reste quand même des jeunes qui regardent l'animation. Et les jeunes de demain, c'est les adultes d'après-demain. Et il faut qu'on apporte du love, quoi. Putain, on a besoin de love quand même. On a bien compris que le dessin, au-delà de ton métier, c'est quelque chose que tu pratiques au quotidien, c'est quelque chose de central dans ta vie. Est-ce que, malgré tout, il t'est arrivé d'avoir des périodes de blanc par rapport à ça, de manque d'inspiration, et comment tu l'as géré? Des périodes de blanc, de manque, des creux, quoi. Il y en a eu, il y en a plein. Et ça, c'est comme les trucs de l'imposteur, je les chéris. Je les chéris, ça n'a pas toujours été le cas, mais je les chéris parce que c'est... En fait, on s'en rend pas compte, mais c'est souvent dans ces moments-là que tu digères plein de trucs que tu as emmagasinés dans une prod, dans une expérience, où tu étais dans le guidon, et en général, des fois, une période de creuse de 1 mois ou 2, en fait, ton cerveau, ton corps, ou je sais pas quoi, ça processe. Et je me suis souvent rendu compte que après ce genre de période merdique, en fait, la plupart du temps, j'avais progressé. Je sais pas, c'est le moment où tout ce que tu as accumulé, ça se valide quelque part en toi. Donc je sais que mes premières années, ça me faisait hyper peur, et j'avais un peu toujours ce truc de il faut toujours que j'ai un carnet de dessin, que je dessine tout le temps, machin. C'est comme faire tes pompes, quoi. Putain, il faut toujours. Ça, en fait, c'est quand même beaucoup de pression. En règle générale, dessiner parce que tu dois dessiner, ça donne jamais rien de bon, en tout cas pour moi. Donc avec le temps, je crois que j'ai tranquillement appris à me foutre la paix là-dessus et à me dire que ces périodes font complètement partie du process, quoi. Donc maintenant, je les accueille tranquillement. Très bien, merci Étienne. Merci à toi. La fin de notre entretien. Ouais. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire avec toi. Pareillement. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Non, je pense pas. Mais en tout cas, un grand merci. Et puis je sais pas si on les verra sur la vidéo, mais merci à... Merci à toute l'équipe. Oui, voilà, sûr, toute l'équipe, à tous les gens de l'ombre. Une belle production derrière cette interview. Et voilà, on se recroise bientôt, j'espère. Et on fera d'autres choses ensemble et on verra ce qui se passe. Avec plaisir. À bientôt. Tchuss. Salut Étienne. Ouais. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus, soutenez-nous lors de notre campagne Ulule jusqu'au 30 juin pour en financer d'autres et avoir accès aux suivantes en avant-première.
Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À très bientôt sur Cartoon Fantasy.